Eh ben, depuis 1880, les anglo-saxons, jusqu'à aujourd'hui, ont tué à peu près 500 millions de personnes. 500 millions. Oui. Attends, comment tu as ce chiffre? Eh Enfin, ben, je vais le détailler un petit peu. Alors, c'est plus quand que la on... population américaine, par exemple. Et c'est plus que la population européenne. Ouais, On doit être 445 millions d'habitants. Alors, ça a commencé en 1880 avec les deux guerres de l'opium en Chine, c'est-à-dire que les Anglais voulaient absolument introduire l'opium en Chine alors que les empereurs chinois, parce qu'à l'époque la Chine était morcelée, c'est un pays fédéral, hein, Mhm. et les empereurs chinois ne voulaient pas, ils voulaient pas de l'opium. L'opium, c'est pas arrivé en Chine comme ça parce que les Chinois le voulaient, non, c'est les Anglais qui voulaient que l'opium arrive en Chine pour mieux justement contrôler la Chine. Qui l'ont d'abord introduit Voilà. illégalement. Ensuite, les Chinois ont essayé de botter les Anglais. Et là, Et les là, Anglais ont botté les Chinois. alors les deux guerres de l'opium, 120 millions de morts. Donc déjà, quand Ça, même. c'est 120 millions. Ah oui, oui, les Ah, deux j'ai guerres de pas le l'opium, chiffre. 120 millions de morts. Quand même. Après la colonisation de l'Inde par nos amis les Anglais, vous savez, on nous présente souvent la Compagnie des Indes, cette espèce de Compagnie des Indes qui nous fait l'été. Ah oui, Twinings, so British. Ah oui, cette merveilleuse Compagnie des Indes. Oui, bon ben bref, la colonisation de l'Inde, ils en ont tué 100 millions. Il y a quand même 100 millions de morts en Inde. Ils ont pillé aussi pour plus de 45 000 milliards de dollars de richesse de l'Inde. Quand même. Compagnie des Indes, du coup, c'était les Anglais, tu es sûr? Oui, la Compagnie des Indes, ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire, il y avait une compagnie Il y française. avait une compagnie française, mais et qui, elle, a moins fait de dégâts que la compagnie anglaise. Il y avait aussi les Français en Inde. Mais les Français en Inde ont colonisé un peu, certes, mais la majorité de la colonisation anglaise a été Oui, terrible, puisque de toute façon, ils ont... Moins ils agressive ont commercialement, la France. alors donc, si on en est déjà à 220 millions de morts, on ajoute à ça les guerres de Corée, la guerre de Vietnam, les Philippines, le Guatemala, les deux bombes atomiques lancées par les USA sur le Japon, alors que le Japon était sur le point de capituler, avait demandé par 3 fois la capitulation refusée par les Américains. Quand même, etc. Plus, depuis le 11 septembre, on voit bien que les États-Unis ont mis les bouchées doubles et on arrive au Proche-Orient à peu près à 5 millions de victimes civiles, entre à l'Irak, peu près. l'Afghanistan. J'ai même pas compté les militaires, là. Donc, en fait, c'est vertigineux et sans compter les coups fourrés en Amérique du Sud. Enfin, bon, bref. Quand on voit bien, j'étais tombé sur une info. Je crois que dans le monde, il n'y a que 17 pays qui n'ont pas été inquiétés par les Anglo-Américains. Qu'est-ce que tu as trouvé peut-être ce qui représente pour toi le plus abject dans cette institution? La cruauté pour l'enfant. C'est l'empêcher de voir sa mère, l'empêcher de voir ses frères. Ils n'ont pas le droit à la base, hein. Faut savoir que, logiquement, les visites fratries, elles doivent être privilégiées. Ils ne le font pas. Il y a 2 seuls de mes enfants qui ont vu leur petite sœur jusqu'à présent et ils ont le droit qu'à 1 fois tous les 4 mois. Pendant que le pédocriminel a le droit tous les mois. Donc c'est pas très logique. Je trouve que c'est cruel. On ne lui laisse pas garder les affaires que sa maman lui offre. On me refuse. Moi, je vais vous donner un petit exemple à tous. C'est simplement, quand c'était la rentrée scolaire pour une maman, c'est très dur. On a envie d'aller à l'école, la 2e année de maternelle. Moi, j'avais envie de faire sa rentrée scolaire comme n'importe quelle maman. J'ai demandé au moins de pouvoir lui emmener sa petite robe que j'avais préparée, son cartable. On m'a dit: «Non, c'est pas nécessaire». Ça, c'est très violent. On m'a emmené une photo de ma fille en me disant: «Regardez, votre fille, elle a la mère». Alors, je pourrais me permettre de la montrer à toi personnellement, Nicolas, mais je peux pas la permettre de la diffuser parce Bien qu'il sûr, y a ma fille. bien En sûr. fait, ils ont mis une bâche en 3D avec la mère et ma fille devant. Donc, est-ce que c'est humain? Non. C'est de la provocation à ce niveau-là. Oui, et c'est régulier. Et quand on voit que tous mes psychologues sont répudiés, y compris des personnes comme monsieur Villerbu qui n'a quand même pu à donner sa réputation, qui se bat toujours pour la petite, hein, qui m'a donné au maximum, c'est inacceptable. Moi, j'ai une question à te poser, Marjorie. Qui contrôle les contrôleurs? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont les pleins pouvoirs, qu'ils ont tous les droits, et en plus de ça, je vais aller plus loin, qu'ils sont protégés par la justice,
par les politiciens. Faut dire aussi que les milliards et les millions qui abondent, et je suis navré tout à l'heure parce que je me suis même mélangé dans les millions et les milliards, parce que ce sont des telles échelles de chiffres pour un individu lambda comme toi, moi et d'autres. Ouais. Voilà, nous on compte aller centaines, milliers, parfois dizaines de milliers et encore, mais pour ces gens-là, ils brassent des millions, voire des milliards chaque année. Alors, je vais Euh, essayer voilà. d'expliquer, en fait, celui qui tient tout. On a un gros problème, donc si je me souviens bien, ce sera à vérifier parce que j'espère que je dis pas d'erreur à l'antenne, mais en 1983, c'était encore dirigé par l'État. C'est ensuite qu'il y a eu les départements. Ce qui a permis une grosse faille, c'est qu'en gros, maintenant, c'est tout ce qui est département, conseil départemental de chaque département, qui va avoir tout l'aspect financier. Donc, je vais essayer de faire, donc pour vous expliquer tout le fonctionnement, les départements de budget ASE. Donc, ils obtiennent de 40 000 à 80 000 par an par enfant. Je dis bien par enfant. Donc, c'est un budget énorme. Et ce budget est financé par nous-mêmes, parce que c'est financé par nos impôts et par la CAF. En page 99, on va voir que si on va au lien de l'OCDE.opsi.org, de toute façon c'est noté dedans, on va voir qu'il y a une carte mondiale des unités moi j'appelle ça de manipulation psychologique. Ce sont des unités de psychologie comportementale qui sont intégrées au gouvernement pour modifier le comportement des populations. Et tout ça, c'est mondial. Ce sont des réseaux. Voilà, il y a des réseaux. C'est pas une question de complotisme, c'est juste une question de regarder les faits. Le complotisme, c'est quoi? C'est un anathème. C'est comme si je vous dis, vous êtes pas une bonne chrétienne, vous êtes une sorcière, on va vous brûler. C'est exactement la même chose. C'est une façon de contrôler l'esprit humain par des effets de normalisation en utilisant la création de groupes imaginaires, comme les islamo-gauchistes. Je sais pas, il y a 20 ans, ça n'existait pas, les islamo-gauchistes, et d'un coup, pouf, ça existe. Comment ça se fait? C'est qu'on a créé cette représentation sociale d'un groupe social imaginaire, et on a jeté l'anathème sur eux en leur disant, vous êtes des méchants, parce que vous êtes des islamo-gauchistes. Mais ça se trouve, demain, il y aura des christiano-centristes, et ça seront eux les méchants. Parce que on se sert de ça pour influencer le peuple en créant de nouvelles normes. C'est de la normalisation. C'est une attaque, pour moi, une attaque cognitive, donc sur notre système de réflexion, notre système cognitif, en utilisant les méthodes de normalisation. Si je vous dis, si vous pensez comme ça, Kate, vous êtes une complotiste, il ne faut pas penser comme ça. Donc, si vous acceptez cette norme, d'abord de façon consciente, puis de façon inconsciente une fois qu'elle est intégrée, alors vous n'arriverez plus à penser correctement. Vous n'arriverez plus à penser entre guillemets, le fait qu'il y a des intérêts qui nous dépassent et qu'on ne connaît pas. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron vend le fleuron de l'industrie française à des Américains? C'est pas juste parce que ce matin, il a glissé en sortant de son lit. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il a un intérêt à faire ça. Quel est cet intérêt? Ça, j'en sais rien. On peut imaginer ce qu'on veut. Mais la création du terme complotisme, c'est comme la création du terme islamo-gauchiste, c'est comme de traiter un Américain de communiste dans les années 60, c'est pareil. C'est pareil. On va vous décrédibiliser et on va empêcher les autres personnes de réfléchir à certains sujets. On n'a pas le droit de penser, c'est la police de la pensée. En fait, malheureusement, le cash n'est pas une solution. Donc, on a cherché ce qui pouvait nous permettre de échanger tout simplement de la valeur entre citoyens, par exemple dans la même famille ou entre proches, ou bien si justement je veux aller à la boulangerie et que je veux dépenser 100 € numériques, mais aussi sans cash puisqu'il n'existera pas et on peut rien y faire. Et donc la solution, je vous le fais en bref, c'est une multitude de solutions qui va de la première évidemment à sortir son argent des banques, puisque comme je vous disais, il n'y en a plus besoin aujourd'hui. Donc évitez absolument tout ce qui est livret bloqué. Bloqué, c'est aussi bloquant. C'est-à-dire que s'il y a un souci, eh bien, vous allez appeler le banquier, il va dire ouvrez mes livrets bloqués. Il va dire non, mais attendez, je suis plus là, j'ai disparu. Le troc et les monnaies locales, c'est bien, mais c'est pas suffisamment efficace. Le troc dans un pays comme la France. Et les monnaies locales, elles sont trop fragiles, ces associations. Et puis ça reste de l'euro, c'est calé sur un euro.
Le cash et les espèces, donc super tant qu'on en a, tant qu'ils veulent bien nous en donner, parce qu'en fait, c'est pas nous. Hein. Et donc, 1 mois de réserve pour la famille, c'est un minimum. Hein. Comme ça, si jamais il y a une coupure Internet, c'est un chaos, vous avez 1 mois de cash, vous avez le temps de voir venir. Et puis ensuite, c'est des choses plus souveraines, donc métaux précieux. Donc, or et argent, c'est classique. Le mieux, c'est des pièces d'argent parce que les pièces d'argent, on peut envisager de les échanger parce que ça vaut pas trop cher. Par exemple, une pièce d'argent, 5 francs semeuse, ça va être, alors je sais plus les cours, mais ça va être une trentaine d'euros max. Et donc, vous pouvez envisager de faire des courses. Par contre, avec une pièce d'or, vous allez voir que c'est très compliqué parce qu'il va falloir gratter un petit peu des pièces d'or. Et donc, ça va être compliqué pour le commerçant en face. Il va falloir qu'il ait une caisse de change en or. Bon, si vous voulez stocker de la valeur, il y a 1000 moyens de faire. Peut-être que l'or en est une, l'immobilier, etc. Ça, c'est votre choix. Maintenant, si vous voulez échanger de la valeur, l'or n'est pas très pratique. Plutôt des pièces d'argent. Et enfin, Bitcoin, Monero et éventuellement la June, avec un vrai focus sur Monero, qui sont des crypto-monnaies chacune indépendantes les unes des autres. C'est donc un réseau de crypto-monnaies et qui sont très résilientes, et en particulier Monero, puisqu'elle est intraçable par défaut. Et donc, c'est exactement comme si vous échangiez des billets d'espèces, de cash, par Internet. Voilà, donc c'est du cash numérique. Mais la grande différence, c'est qu'il est décentralisé, donc pas comme la BCE, et il est libre et transparent, entre guillemets, dans le sens où le code peut être consulté par tous. C'est vraiment un bien commun, hein, c'est des développeurs libres qui font ça. Et donc, voilà, c'est vraiment un super outil citoyen et libre pour pouvoir échanger de la valeur, en complément de Bitcoin et la June que certains connaissent sûrement. Problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que vous avez un discours qui est totalement étouffé. Vous avez un discours unique, une pensée unique qui vous est servie, on vous l'imprime tous les matins. Il n'y a pas de débat, donc pas de débat contradictoire. Et effectivement, vous avez juste le droit d'écouter ce qu'on vous dit et d'exécuter ce qu'on vous dit. Et ça, pour moi, c'est absolument pas possible. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est toute une suite d'éléments de ma vie de tous les jours, mais qui est la vie de tous les gens que je côtoie, qui en ont plus qu'assez de cette situation et qui commencent sérieusement à se rebeller. C'est-à-dire que vous voyez une vraie dégradation entre, vos débuts dans l'armée, par exemple, et aujourd'hui? Ah bah, là, comme moi je dirais, il n'y a pas photo. Moi, mes débuts, je suis rentré à l'armée tout début 76. Donc, vous voyez, c'était au Bon, millénaire dernier, hein, c'était à peu près Jurassic Park. il y a presque 50 Et ans. ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Et on n'était pas du tout dans ces mêmes conditions-là. Puis il y avait une qualité de vie, un art de vivre. Enfin, moi, je suis pas rentré dans l'armée. Quand je suis rentré dans l'armée, j'y suis rentré par conviction pour défendre mon pays, encore bercé de douces valeurs. Et ces valeurs, aujourd'hui, elles sont foulées aux pieds par des gens qui sont des traîtres à la nation et qui devront être jugés comme tels de toute façon et qui sont en train de mettre le pays à feu et à sang. Voilà. Traître à la nation, c'est des mots très forts, cher Et je suis Martin. pas mais je ne suis pas le seul à le dire. À partir du moment où, vous avez des comportements qui sont de nature, à détruire le pays, comment vous appelez ça, vous? Quand vous avez, des entreprises phares et absolument stratégiques du pays qui sont vendues à des puissances étrangères sous des prétextes fallacieux et qu'on se retrouve démunis. Bon, tout le monde connaît l'histoire Alstom, hein, mais Alstom, il n'y a pas qu'Alstom, Alcatel, enfin, il y en a plein d'autres. Et que vous voyez tout le tissu industriel économique qui est en train de s'effondrer. Cette année encore, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'en début d'année, c'est 25 sites industriels qui ont fermé en France. Quand on vous dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des petites entreprises autour qui vont fondre les plombs avec, puisque c'est les fournisseurs, et c'est X dizaines, centaines ou milliers de personnes qui se retrouvent sans emploi. Donc, comment vous appelez ça? Moi, j'appelle ça de la traîtrise. C'est tout. Il y a pas d'autre mot. Alors la haute trahison en France, elle a été, n'existe plus. Bon, on peut comprendre pourquoi maintenant, mais on peut pas accepter ça. C'est pour ça que je dis aux gens: «Réveillez-vous». Réveillez-vous parce que vous allez avoir plus vous attendez, plus vous allez avoir des lendemains difficiles.